21 avril 2024, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici le principal titre. Le président Félix Tshisekedi a échangé le jeudi 25 avril 2024 dans la soirée, tour à tour avec les ambassadeurs Roxane de Biederling de la Belgique, Lucie Tamlin des États-Unis et Bruno Aubert de la France sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé le report des élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de l'Équateur à travers un communiqué rendu public ce vendredi 26 avril 2024. La CENI explique ce rapport du fait que le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de la province de l'Équateur n'est pas encore installé. En Tanzanie, les fortes pluies continuent de faire ravage. Le bilan est désormais de 155 morts dans des inondations et glissements de terrain, une situation due à la dégradation de l'environnement au phénomène climatique El Niño, selon le Premier ministre. Bonsoir. Après le titre Place au développement, je l'ai annoncé en titre que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est entretenu le jeudi 25 avril tour à tour avec les ambassadeurs Roxane de Biederling de la Belgique, Lucie Tamlin des États-Unis d'Amérique et Bruno Aubert de la France autour de la situation sécuritaire humanitaire dans l'est de la RDC. Grâce Maillot pour plus de détails. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas encore écarté l'opinion diplomatique pour mettre fin à la crise sécuritaire qui secoue la partie est de la RDC. La diplomate belge a, lors de ces échanges, indiqué que son pays est en train de former une brigade de réaction rapide qui, par la suite, va aider les forces de défense et de sécurité. Nous avons parlé de façon plus générale de nos relations bilatérales, de la coopération qui est en cours et en particulier de la coopération militaire bilatérale qui est très importante, comme vous le savez. Le ministre de la Défense s'est rendu il y a quelques jours à Kindu, où la Belgique est en train de former une brigade de réaction rapide, la 31e brigade de réaction rapide. Et donc là, il y a une partie de la formation qui se terminait pour un bataillon et donc le ministre de la Défense s'est rendu sur place. Donc, nous avons aussi échangé sur les perspectives de poursuivre cette coopération militaire. Pour sa part, Madame Lucie Tamlin des USA a réitéré l'engagement de son pays à travailler étroitement avec la nouvelle première ministre. Les États-Unis sont dans le premier plan des pays qui a répondu à la situation humanitaire avec l'assistance pour la population affectée. Et nous avons aussi été le tout premier pays de dénoncer l'agression rwandaise. On va continuer dans ce sens et nous essayons de vraiment trouver une solution pacifique. Dernier à être reçu, Bruno Aubert, ambassadeur de la France en RDC, a fait savoir que le point abordé a été lié au dossier de coopération que les chantiers engagés depuis la visite du président Emmanuel Macron en 2023 à Kinshasa. On parle inévitablement de la position, de la situation à l'est du pays. Vous connaissez notre position, on a vu plusieurs expressions publiques au Conseil de sécurité des Nations Unies, par la voix de nos autorités politiques aussi à Paris. Donc la situation qui est très grave à l'Est, très grave pour la population congolaise, sera au cœur des entretiens entre le président Tshisekedi et le président Macron. Donc nous avons bien évidemment à évoquer ces sujets. Signalons que le rebelle du 1-23 soutenu par les forces de défense du Rwanda ont élargi leurs rayons d'action dans les territoires de Rutshuru et Masisi au nord Kivu. Malgré leur présence, Kinshasa poursuit ses stratégies pour extirper ses ennemis. La session ordinaire de mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa a débuté le jeudi 25 avril 2024. Cette session a coïncidé avec le début de la campagne électorale pour l'élection de gouverneurs et sénateurs. Une campagne qui a débuté sur fond de soupçons de corruption de députés provinciaux qui rejettent en bloc ces accusations. Regardez.
Les députés provinciaux de Kinshasa ont débuté depuis le jeudi la session ordinaire de mars. Ils ont rejoint l'hémicycle provincial qui est envahi par les calicots, les banderoles et autres affiches des candidats gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. L'expérience des élections de la législature passée rappelle le mauvais souvenir de soupçons de corruption contre les députés provinciaux qui auraient vendu leur vote au plus offrant. À propos de cette pratique, le député provincial Steve Mulumba de l'Union sacrée de la Nation, plateforme de la majorité présidentielle, réfute ces allégations et rassure que cette fois-ci, le vote se fera librement en faveur du candidat qui convient. En tant qu'homme d'État, nous ne pouvons pas nous baser sur des supputations, sur tout ce qui est dit la population, sur la corruption et que sais-je encore. Le plus important pour nous, nous sommes des hommes d'État. Nous allons voter la personne qu'il faut selon les discours que chaque personne, chaque candidat va présenter. Et en âme et conscience, nous allons voter un candidat qui, parmi les 31, sera le gouverneur. Et tout ce que je peux vous dire, l'Assemblée ou cette législature est déterminée à élire le meilleur parce que nous allons plus exiger de celui-là. Le 12 mars dernier, lorsqu'il recevait la ministre de la Justice, Rose Mutombo, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est inquiété du comportement de certains députés provinciaux qui seraient prêts à monnayer leur voix lors des sénatoriales et élections des gouverneurs. La garde de Sceaux a promis de sévir, tout comme le procureur général près la Cour de cassation. Nicolas Ouemankoy semble être conscient du danger qu'il court s'il se laisse corrompre. La question de la corruption, c'est une question très délicate. Vous dites on parle de corruption, il fallait nous dire d'abord qui dit qu'il y a corruption. Qui a déjà arrêté quelqu'un en train de corrompre? Qui a arrêté quelqu'un en train d'être corrompu? C'est vrai, moi je peux appeler ça des rumeurs ou des spéculations. Le procureur général a fait sa circulaire pour traquer ceux qui sont en train de corrompre ou ceux qui sont en train d'être corrompus. Jusqu'à la preuve du contraire, à mon humble avis, il n'y a pas encore eu de cas de corruption. Soupçonnés d'être des corrupteurs, les candidats gouverneurs et sénateurs font la fine bouche sur cette question de corruption. Mireille Koninzeba brigue le gouvernorat de Kinshasa et l'ambition de redorer la ville de Kinshasa pour que les Kinois se sentent fiers de l'être. Je viens pour prendre la gestion de la ville de Kinshasa avec vous tous. Votre maire est là. Laissons-nous tous ensemble pour construire notre ville de Kinshasa pour que nous retrouvions l'honneur d'être Kinois. Le vote de sénateurs et gouverneurs des provinces aura lieu le 29 avril 2024, suivant le nouveau calendrier de la centrale électorale. La campagne électorale se clôturera ce samedi 27 avril 2024. Un commentaire signé Bijou Lumuna et puis pas d'élection sénatoriale et de gouverneur ce lundi 29 avril 2024. La Commission électorale nationale indépendante reporte ce scrutin dans la province de l'Équateur suite au retard enregistré pour l'installation du bureau définitif de cet organe délibérant. La date du 7 mai est retenue pour ce rendez-vous. La campagne, quant à elle, se tiendra du 3 au 6 mai au sein de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Rentaluyé là pour plus de détails. À travers un communiqué rendu public le jeudi 25 avril, la Commission électorale nationale indépendante annonce à l'opinion les reports de l'élection de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de l'Équateur, initialement prévus pour le 29 avril. Ce scrutin aura lieu donc le 7 mai 2024 et la campagne se tiendra du 3 au 6 mai. Ceci pour permettre à cet organe délibérant d'installer le bureau définitif encore non installé jusqu'à ce jour. La centrale électorale invite pour ce faire l'Assemblée provinciale de l'Équateur d'encadrer cette opération et aux candidats de s'exprimer librement au cours de leur campagne électorale sans tenir de propos à caractère injurieux et diffamatoire. Ce lundi 29 avril interviendra l'élection de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans d'autres provinces telles que prévues par le calendrier de la CENI. Parlons éducation dans ce journal. Les préparatifs des épreuves hors session des examens d'État, édition 2023-2024,
vont bon train. Affirmation du directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique du district de Lafuna, Jean-Marie Mvunzi, ce vendredi 26 mai 2024. Prévu pour le 6 mai prochain, les prophètes et chefs d'établissement sont dans la phase de sensibilisation après avoir reçu les instructions du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique afin de favoriser le bon déroulement de ces épreuves. Jocelyne Massiala évite pendant nous signe ce reportage. Les préparatifs pour les examens d'État hors session édition 2023-2024 se passent bien. Dans le district de Funa, au total, 32 000 candidats sont inscrits pour passer ces épreuves. Ils seront repartis dans 56 centres que compte le district. Les autorités pédagogiques sont présentement dans la phase de sensibilisation et de vulgarisation des instructions données par le ministère de l'EPST au sujet de l'accès, la tenue exigée pour les élèves. À cela s'ajoute le paiement des frais de participation qui s'élève à 54 000 francs congolais pour la dissertation et 31 000 francs congolais pour la session ordinaire. Nous sommes dans la phase de sensibilisation et de vulgarisation des instructions en rapport avec la passation des épreuves, de ce que les chefs d'établissement doivent éviter pour ne pas s'exposer plutôt à des sanctions. Parmi ces instructions, c'est le respect, par exemple, à la tenue officielle autorisée en République démocratique du Congo pour des cérémonies officielles en rapport avec le rassemblement des élèves. Donc, c'est la chemise blanche, une blouse blanche, une jupe bleue pour les filles. Nous avons interdit que les enfants ne viennent pas en polo. L'État a demandé 54 000 pour la dissertation et 31 000 pour les 4 jours ou la session ordinaire. Le phénomène maquis toujours interdit sur toute l'étendue du territoire national, va-t-il ajouter. Le maquis n'existe pas dans les écoles. Parce que vous comprenez que le maquis aujourd'hui, ce n'est pas pour que les enfants soient plus concentrés et présenter les examens dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, l'expérience que nous avons est très mauvaise dans la mesure où les enfants des filles sortent avec des grossesses à partir de maquis. Le directeur provincial de la Funa, Jean-Marie Mvunzi, n'a pas manqué de lancer un message de sensibilisation aux élèves, corps pédagogiques et aux parents d'élèves. Oui, merci beaucoup à tout le monde, surtout aux élèves, d'être calmes et de se préparer suffisamment parce que c'est une opportunité pour eux que de travailler dans de bonnes conditions. De ne pas suivre ceux qui sont en train de se promener dans les écoles en détruisant les enfants. Ah non, venez vers nous, ne suivez pas ce que les chefs d'établissement disent. Nous allons vous donner les diplômes. Alors les enfants souvent cèdent à toutes ces manœuvres-là. Malheureusement, au final, ces gens-là, il y en a même qui ne connaissent même pas là où l'examen d'État est corrigé. Donc, qu'ils se... Ici, il y a des signaux que la direction provinciale de la Funa est éprouvée suite au décès de l'UPP Basile Epoka. La journée mondiale du paludisme est célébrée le 25 avril de chaque année. C'est en marge de cette journée que le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Roger Kamba, a annoncé l'introduction dans le prochain jour en République démocratique du Congo du vaccin R21 Matrix M, recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour prévenir le paludisme. Regardez. Le paludisme, une maladie potentiellement mortelle qui est transmise à l'être humain par les piqûres de certains types de moustiques. Il s'agit d'une maladie évitable et dont on peut guérir. L'infection est causée par un parasite et ne se transmet pas d'une personne à l'autre. Il sévit principalement dans les pays tropicaux comme la République démocratique du Congo. C'est en marge de la journée mondiale du paludisme célébrée le 25 avril de chaque année que le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a annoncé l'introduction dans les prochains jours en RDC du vaccin R21 Matrix M recommandé par l'Organisation mondiale de la santé pour prévenir cette maladie lors d'une cérémonie officielle en présence du directeur des missions de l'USAID RDC, John Dunlop. Pour Roger Kamba, ces vaccins dont les effets sont satisfaisants est cité aujourd'hui comme un exemple d'innovation en santé et une avancée scientifique pour tordre le cou à cette endémie chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans. L'élimination du paludisme constitue un défi majeur devant être
relevés par des scientifiques congolais et le personnel de santé engagé dans la lutte contre cette maladie pour atteindre cet objectif fixé à l'horizon 2030. Par ailleurs, le ministre a révélé que la RDC a observé une stagnation des cas palustres depuis 2015. Il recommande à toute la communauté de mener des actions pouvant conduire l'OMS à retirer la RDC de la liste rouge des États affectés par le paludisme. Pour rappel, le Programme national de lutte contre le paludisme en RDC a dans son rapport de 2023 souligné que le pays a enregistré 27 657 762 cas et comptabilisé 24 344 décès dus essentiellement au paludisme. Le gouvernement des États-Unis, à travers l'initiative de son président contre la malaria, travaille main dans la main avec le Programme national de lutte contre le paludisme de la RDC pour atteindre zéro malaria. En sport, le sélectionneur et manager de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, séjourne au Caire en Égypte, où doit s'exprimer ce vendredi 26 avril 2024 la formation sportive tout-puissant Mazembe face au national Al-Ahly au Caire dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue des champions de la CAF. Il a ensuite rendu visite aux joueurs de Mazembe, synonyme de soutien avant ce choc. Enoch Kalanger. Face à l'un des plus grands clubs africains, le TP Mazembe devra réaliser une grande performance pour espérer atteindre la finale. La présence de Sébastien Desabre a certainement galvanisé un peu plus les troupes congolais. Déjà la demi-finale de Ligue des Champions, match retour donc à la Ligue TP Mazembe, c'est important que je puisse suivre et voir les joueurs du TP Mazembe, c'est important, on les connaît, on les voit au pays, mais c'est aussi important de les voir en situation comme ça de pression forte, ce qu'on peut retrouver aussi des fois en équipe nationale. Et puis la seconde, c'est hier j'étais au match de Pyramide pour suivre également Fiston Mayele. Forcément ce sont des matchs importants demain parce que derrière il y a une finale, il y a une potentielle également qualification à une Coupe du Monde des clubs, donc que ce soit pour le TP Mazembe mais pour tout le Congo et notamment le football au Congo, c'est important que ce soit l'équipe nationale, que ce soit les clubs du pays a le plus loin possible pour faire rayonner le drapeau du Congo. Le manager de tout-puissant Mazembe a expliqué que le sélectionneur des Léopards a fait ses déplacements dans la capitale égyptienne pour suivre l'évolution des joueurs congolais et apporter son soutien au Corbeau de Lubumbashi, seul représentant de la République démocratique du Congo dans cette campagne africaine. On est orienté vers le stage du mois de juin où on prendra les joueurs un petit peu plus tôt que les dates FIFA parce que c'est des fins de saison, donc on commencera le 29 mai en stage préparatoire pour affronter effectivement, comme vous l'avez dit, le Sénégal dans un premier temps, mais également le Togo, qui sont deux matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Grâce à ses soutiens de poids, les joueurs de Mazembe abordent ces chocs retour contre Al-Ahly avec confiance et détermination dans l'objectif de permettre au football congolais de briller de nouveau sur la scène africaine. Notons également la présence du charmant Moïse Katumbi, président du tout-puissant Mazembe, ce vendredi matin où il a déjeuné avec toute l'équipe. Question d'encouragement à ses joueurs en quête d'une place en finale de la Champions League de la Confédération africaine de football. Bonne chance au tout-puissant Mazembe. En dehors de nos frontières, le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a annoncé ce jeudi que les inondations causées par les pluies diluviennes ont tué au moins 155 personnes et fait plus de 200 000 sinistrés à travers le pays. Diane Bonga nous signe ce commentaire. Soit plus du double du nombre de morts rapportés il y a 2 semaines, alors que les précipitations augmentent en particulier dans la région côtière et dans la capitale Dar es Salaam. Plus de 50 000 foyers ont été touchés et des centaines de personnes ont été blessées. Selon les chefs du gouvernement tanzanien, ce cataclysme serait dû au phénomène climatique El Niño qui aurait aggravé la saison de pluie en cours, provoquant des inondations, des glissements de terrain et détruisant les routes, les ponts et les voies
voies ferrées. Les écoles inondées ont été fermées et les services d'urgence sont mobilisés pour secourir les personnes bloquées par les eaux. Les autorités tanzaniennes ont conseillé aux personnes vivant dans les zones de faible altitude d'évacuer et de se réfugier sur des terrains plus élevés. Le Premier ministre a exhorté les responsables du district à acheminer rapidement des vivres aux sinistrés. Plusieurs pays de l'Est dont le Kenya et le Burundi sont frappés ces dernières semaines par des précipitations supérieures à la normale. Au Kenya, 35 personnes ont été tuées depuis les débuts de la saison de pluie en mars. Des inondations mercredi dans la capitale Nairobi ont notamment fait 13 morts. Toujours en dehors de nos frontières, cette fois au Nigeria, où plus de 100 prisonniers se sont évadés dans l'établissement pénitentiaire près de la capitale à la suite de fortes pluies qui ont endommagé certaines parties de l'infrastructure pénitentiaire. L'attaque de 2022 revendiquée par les combattants islamiques visait à libérer des membres incarcérés, mettant en lumière la complexité du paysage sécuritaire au Nigeria depuis 2020, allais-je dire, plus de 5000 détenus se sont évadés lors des diverses évasions en prison à travers le pays, illustrant les défis persistants liés au maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires. Diane Bonga nous revient encore une fois de plus. Les autorités rapportent qu'au départ, 118 détenus se sont évadés de la prison de Suleja et que 10 personnes ont ensuite été reprises. Une chasse à l'homme à grande échelle est en cours pour retrouver les évadés restants. Les détails concernant l'identité de prisonniers évadés restent flous, ce qui suscite des inquiétudes quant au risque pour la sécurité publique. Cependant, un communiqué des autorités pénitentiaires assure la collaboration avec d'autres agences de sécurité pour faire face à la situation et exhorte les citoyens à poursuivre leurs activités quotidiennes sans s'inquiéter indûment. En collaboration avec les agences de sécurité sœurs, nous avons jusqu'à présent repris 10 détenus en fuite et les avons placés en détention, tandis que nous sommes à la poursuite pour reprendre le reste, ont déclaré les autorités pénitentiaires d'Abuja. Cet incident met en lumière le défi plus vaste auquel est confronté le système pénitentiaire nigérian, en particulier la détérioration des conditions dans de nombreux établissements. Construits à l'époque coloniale, les prisons comme Suleja ont vieilli et sont devenues vulnérables aux dommages, exacerbant les risques pour la sécurité. Cette récente évasion fait écho à un incident similaire survenu 2 ans auparavant, au cours duquel plus de 400 prisonniers se sont libérés à la suite d'une attaque contre une autre prison basée à Abuja. Tragiquement, il y a eu 2 victimes, dont 4 détenus, un agent de sécurité et plusieurs assaillants. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel du titre. Le président Félix Tshisekedi a échangé le jeudi 25 avril 2024 dans la soirée, tour à tour avec les ambassadeurs Roxane de Biederling de la Belgique, Lucie Tamlin des États-Unis et Bruno Aubert de la France sur la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé le report des élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province de l'Équateur à travers un communiqué rendu public ce vendredi 26 avril 2024. La CENI explique ce rapport du fait que le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de la province de l'Équateur n'est pas encore installé. En Tanzanie, les fortes pluies continuent de faire ravage. Le bilan est désormais de 155 morts dans des inondations et glissements de terrain, une situation due à la dégradation de l'environnement au phénomène climatique El Niño, selon le Premier ministre. Ce journal a connu la coordination de Grace Maillot. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Mondico Télévision, une pensée en écrit.